On parle beaucoup dans les transports notamment des applications du numérique et de la révolution que cela pourrait entraîner. Est-ce que on parle d'ubérisation des mototaxis par exemple? Est-ce que vous pensez on est à l'aune d'une vraie révolution dans les transports ou est-ce que c'est un phénomène finalement assez marginal? À notre avis, du côté Codatu, effectivement, on est à l'aube de grandes transformations. On ne sait pas s'il faut appeler ça une révolution, mais de grandes transformations. Mais c'est important de voir déjà concrètement ce qui se passe aujourd'hui et dans les prochaines années. Il y a déjà des grosses évolutions intéressantes qu'il faut analyser avant peut-être de rêver à d'énormes changements. Donc, de notre point de vue, il y a eu 4 âges en fait dans l'évolution de la mobilité dans les villes, notamment africaines. L'époque de l'artisanat, de la mobilité artisanale. Pas mal de villes, de petites villes africaines sont toujours dans cette étape-là, avec les infrastructures historiques et puis des processus d'expansion des villes de manière assez informelle. La deuxième étape, c'est celle de la paralysie, où là, on constate que les infrastructures traditionnelles ne suffisent plus. Troisième étape, c'est l'adaptation, où en général, on va essayer de traiter des carrefours, rajouter des rocades, quelques nouvelles routes, des parkings. On va commencer à gérer le stationnement en ville. Et les villes africaines, je dirais, sont essentiellement dans ces 3 premières étapes. La quatrième, c'est celle de l'intégration multimodale, où là, on a une approche beaucoup plus globale de la question de la mobilité. On travaille sur la planification urbaine en même temps, sur les parkings relais, sur la diversification des modes de transport, sur la promotion des modes doux. Là, il y a encore peu de villes africaines qui arrivent là. Et la cinquième étape, ça pourrait bien être effectivement celle de la... Je nuance en disant, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des nouvelles pratiques, des nouveaux acteurs, des nouvelles possibilités offertes finalement par le fait que de plus en plus de gens utilisent des smartphones, que de plus en plus de données en temps réel sont produites sur le fonctionnement des villes, et que tout ça, avec la plateformisation des services, permet de nouvelles choses. Je vais donner juste quelques exemples qui sont beaucoup plus concrets que ce que l'on cite en général sous forme de révolution. Tout simplement pouvoir cartographier de manière assez précise le transport artisanal avec des GPS que l'on met dans les véhicules. On a pu faire ces dernières années des cartographies un peu partout, des systèmes de transport artisanaux qui n'existaient pas avant. Avant, il fallait vraiment une connaissance approfondie de ces villes pour pouvoir s'y déplacer aisément en bus. Un autre volet intéressant du point de vue Codatu, c'est l'optimisation que ça va permettre dans les plans de déplacement urbain. Plus besoin de faire des enquêtes ménage, déplacement qui coûtent extrêmement cher. On va avoir une vision sur la mobilité quasiment en temps réel, peut-être moins précise que celle donnée par les enquêtes, mais suffisante pour planifier et mettre à jour les documents pour mieux connaître la demande. Il y a aussi plein de possibilités qui sont offertes sur les nouveaux systèmes de billettique, par paiement par carte magnétique, par téléphone. Or, changer la billettique dans des minibus, ça change tout en fait en réalité au système de minibus. On retire l'argent liquide, on retire donc des problèmes de sécurité, de corruption, de détournement. On oblige à ce que ça soit mutualisé, ces recettes des minibus. En réalité, quelque chose d'assez simple comme la billettique, en réalité est extrêmement complexe institutionnellement. Il ne faut pas rêver que la technologie toute seule va tout changer, puisque d'un point de vue toute la technologie pour changer le système, mais c'est le jeu d'acteurs qui est très complexe derrière tout ça. Mais en tout cas, ces nouveaux outils offrent des opportunités. Et puis, il y a évidemment tout le champ offert par toutes ces données, ces nouvelles données qui sont produites. La RATP, par exemple, aujourd'hui en France, vend de nombreuses données qu'elle récolte sur son réseau et ça rapporte plus que les revenus publicitaires. Donc, c'est des nouvelles recettes, éventuellement, pour les autorités organisatrices de la mobilité. Il y a aussi tout ce qui concerne l'information voyageur en temps réel, à Sao Paulo, par exemple, les embouteillages. Alors, tout ça permet de penser à ce qu'on appelle la théorie du leapfrog, donc selon laquelle les villes africaines pourraient sauter certains âges de la mobilité que j'ai donc gagné en temps, en argent. C'est sans doute une vision un peu simpliste, mais il y a aussi des processus qui laissent penser que c'est peut-être possible. C'est les prochaines décennies qui vont permettre de voir si ça se produire ou pas. La question reste ouverte de mon point de vue. Guillaume Josse, à quoi ça sert le numérique dans les villes? Alors, à rien. Le numérique, en tant que tel, ça ne sert à rien. C'est un outil, un média. Si j'avais un slogan pour provoquer, je dirais avec le numérique, les maires pourront faire des erreurs, mais en toute connaissance de cause. Voilà, ils auront la capacité de savoir. On peut prendre le parallèle avec à Paris ou à Pékin, Delhi, ou des capteurs qui nous renseignent sur la qualité de l'air. Mais on respire toujours de l'air toxique. Ça change pas la qualité de l'air. Simplement, on le sait. Donc le numérique pour moi c'est ça, c'est la capacité de recevoir de l'information, de connecter, de mettre en réseau, d'obtenir des données, donc d'avoir vraiment une meilleure connaissance de la ville et de pouvoir aussi anticiper sur un certain nombre de modèles de planification, etc. Mais grosso modo, si on ne s'en sert pas
pour prendre des décisions, ça ne servira strictement à rien. On parle toujours de Smart City et on associe toujours et numérique. Si on revient et en fait j'aime bien ce terme Smart City parce que c'est la ville intelligente. Le numérique n'est pas intelligent en tant que tel. Un ordinateur, c'est pas intelligent. Ça fait juste ce qu'on lui demande de faire. Donc la Smart City, ça devrait être une ville qui est la ville des intelligences collectives des gens qui font cette ville-là. Et alors là, c'est aussi bien en Afrique qu'en Europe. La Smart City n'est pas nécessairement une ville numérique, et surtout à l'inverse, on peut avoir une ville numérique connectée, branchée, tout ce que vous voulez, qui soit complètement stupide. Le numérique, ça n'est qu'un outil. Voilà, c'est important, ça va changer les choses, probablement, mais ça n'est qu'un outil. Et est-ce que cet outil, est-ce que c'est une évolution dans les outils, ou est-ce que c'est une potentielle révolution dans la manière d'imaginer, de concevoir les villes ? Alors, pour moi, c'est une évolution aujourd'hui, parce que quand on regarde l'évolution de ces villes sur 5 ans que je travaille, donc sur les 25 dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose qui change fondamentalement ce qu'était une ville en Afrique, par exemple, il y a 25 ans, dans les années 90 et maintenant. La question des zones inondables, la question des marchés, la question de la mobilité, des réseaux de transport, n'a pas fondamentalement changé avec le numérique. Ce qui pourrait faire une révolution, à mon avis, c'est l'intelligence artificielle. Si effectivement, l'intelligence qui aujourd'hui est exclusivement humaine pour faire la ville, si on déplace cette intelligence de l'humanité à des machines qui, elles, vont avoir une intelligence artificielle, là on peut imaginer une révolution. Je ne sais pas laquelle. Bon, on peut imaginer des films formidables sur cette thématique-là. Aujourd'hui, le numérique, c'est une évolution. Certes, rapide, fulgurante. On voit à peu près en même pas 10 ans, on est passé de quasiment aucun smartphone en Afrique à un taux de pénétration du smartphone qui est absolument vraisemblable et qui permet de faire beaucoup de choses. Mais fondamentalement, là encore, vraiment extrêmement modeste, le numérique ne nous pas de concevoir la ville avec une intelligence, en discutant avec les populations, les acteurs. C'est aussi un jeu de pouvoir, c'est un rapport de force, il y a des questions géographiques qui ne sont pas réductibles à la question du numérique. Mais est-ce qu'on n'a pas, comme on le voit notamment en Amérique du Nord et en Europe, un risque finalement de privatisation de la gestion urbaine et de la planification par des grandes sociétés qui finalement pourraient détenir les données dont on parlait tout à l'heure ? Oui, alors d'abord la privatisation, à mon avis, elle est déjà là en Afrique. On est dans des villes largement privatisées avec une autorité publique qui est faible. Et c'est bien quand même un des problèmes. Je pense que cette question du Google, Facebook ou d'autres, finalement, prennent le train en marche. Mais la question de la privatisation, elle est avec le numérique. Il faut toujours se rappeler, par exemple, qu'en France, c'est Monsieur Michelin qui a mis des bornes kilométriques à chaque kilomètre sur les dizaines de milliers de kilomètres du réseau français, uniquement pour que les gens... C'est lui qui a inventé les cartes aussi, évidemment, les cartes Michelin, pour se repérer, pour inciter les gens à prendre leur voiture et à user leurs pneus et donc acheter des pneus chez Monsieur Michelin. Et finalement, personne ne s'en plaint aujourd'hui qu'on ait des bandes kilométriques. Bref, je pense que potentiellement, ces sociétés peuvent apporter des choses intéressantes. Moi, quand je prends ma voiture et que je me branche sur Waze de Google pour savoir s'il y a des bouchons, ça peut être extrêmement utile. On peut penser ce qu'on veut de Facebook. Moi, je n'ai pas de compte Facebook, mais on sait qu'en Afrique, Facebook est extraordinairement puissant. Et je pense que ça procède aussi de quelque chose de positif. Sinon, les gens, quand même, La question, là encore, j'y reviens comme un leitmotiv, c'est quel contre-pouvoir. Effectivement, si aujourd'hui Google ou Facebook ou Amazon débarquent dans un pays dans lequel il n'y a pas de régulation, il n'y a pas d'instance gouvernementale capable de garantir le respect de la vie privée, les libertés, etc., là, on va arriver sur des scénarios extrêmement négatifs. Pour moi, il y a 2 questions à traiter. Il y a la question de l'anonymisation des données. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui permettent de rendre les données anonymes. Donc ça nécessite une expertise particulière. Tout le monde ne sait pas faire ça. Mais ça nécessite aussi que côté gouvernement, on s'assure que la question est bien traitée. Et il faut aussi, j'allais dire que ça s'inscrive dans un processus de gouvernance, que ça respecte la gouvernance locale. Je vais prendre un exemple, travailler dans un pays sur les données mobiles, en disant, on va exploiter des données issues des appels, savoir qui appelle qui, comment, pourquoi, etc. Et ça donnait une image extrêmement intéressante. Il y a eu 2 types d'acteurs intéressés par l'exploitation de ces données. Effectivement, les compagnies privées, alors ça peut être des compagnies de transport, des compagnies de livraison à domicile, etc. Et puis les ministères de l'Intérieur, évidemment, sont les premiers intéressés. Donc la question de la privatisation des données, elle est aussi... En fait, pour moi, c'est plus globalement l'utilisation des données à des fins qui ne soient pas réellement démocratiques ou qui ne soient pas régulées. Donc la question de la transparence, d'avoir des commissions informatiques et liberté ou des instances de régulation par pays, c'est extraordinairement nécessaire aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. Donc effectivement, il y a un vrai risque, un vrai danger qui est aussi important que l'opportunité que cela fait apparaître pour ces villes.